dropping bombs, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit of yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. When the plot thickens, I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui gagne énormément. Osama, crucifix. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I'm ready to explode. Bon, ça, il va directement. Qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge. He's just too strong. It awakens here. Massive kill coming in. It awakens now. It was just cinema. Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour la deuxième journée de ce play-in du MSI 2025. Deux BO5 nous attendent aujourd'hui, comme lors de la journée d'hier. Une journée d'hier d'ailleurs qui a été haute en couleur, notamment pour les représentants de l'Europe, les G2, qui ont eu fort à faire contre les Brésiliens de Furia, on peut le dire. Voilà, vue aérienne en drone de Vancouver. On espère des super matchs de League of Legends, bien sûr, lors de ce MSI 2025. Bienvenue dans le Before MSI sur OTP. Excusez-moi, j'ai laissé Skyheart s'échapper, mais voilà, il fait chaud. Il fait chaud, les amis, il fait chaud sur ce plateau. Messieurs, comment allez-vous? Twixou? Oui. Twixou, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, la forme? La forme et vous, très très content d'être là. Je vais passer pas mal de temps à m'adapter au rythme de vie qui nous attend pour les prochaines semaines. La Peace Life? Non sans mal, mais ça va très bien, merci. Excellent. Splinter, Zéro, vous étiez là hier, messieurs, vous avez fait l'ouverture. On a fait l'ouverture hier, c'était super, on s'est régalé. Et là on est de retour. Alors à quel niveau t'es-tu régalé, Splinter? Sur le divertissement, j'ai adoré voir BLG jouer. Peut-être un peu moins, voir G2 s'exprimer, qui était un petit peu dans le mal, mais on en parlera un petit peu après. Alors, tu as plus la même pose qu'avant? Non, mais en fait, Zéro se moque de moi parce que je savais pas comment me poser. Il a critiqué. Non, c'est genre, il était là. Merde. Donc là, t'es inconfortable. T'arrives pas à trouver la position. Comme ça, mal, tu vois. Ah, voilà. Un mec un peu à l'aise. Faut assumer. Voilà, excellent. Voilà, mesdames et messieurs, donc bienvenue pour ce Before du MSI, deuxième journée. Au programme, bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. On va en discuter un peu plus en profondeur, puisque l'idée de ce Before, je le répète, c'est vraiment de vivre un after un peu, mais à un horaire qui est un peu plus digeste que 7h du matin. Je peux vous dire que hier, si on avait dû faire notre after à 5h du matin, ça aurait pas été grandiose. Hein, je pense que... Ou alors, il y aurait eu des clips assez drôles. Il y aurait eu du divertissement. C'est sûr. Mais ça aurait été en tout petit comité. Donc voilà, on fait ça avant les journées de MSI. On prendra en permanence une heure avant. Ce qui, pour les journées où ça commence à 21h, veut dire qu'on prendra à 20h comme aujourd'hui. Et pour les journées où on commence à 2h, eh bien, on prendra à 1h du matin. Voilà, donc... Installez-vous tranquillement, mesdames et messieurs, et revisionnons ensemble les matchs de la journée d'hier. Alors, pas au complet, bien sûr, on va se faire des petits replays. G2 contre Furia, eh bien, ça a commencé un peu par un choc. Quel bon choix de replay, Chips. On va voir arriver le loup. Ah non, c'est pas... Si, c'est le moment là. C'est le moment là. Regardez le loup, en bas à droite. 3, 2, 1. Et...
Fuxu, tu l'as vu en 4K HD en direct? Ouais, j'étais spectateur de cette série, victime peut-être de cette série, un peu comme tout le monde. Mais en soi, c'était divertissant. La meilleure équipe l'a emporté à la fin, quoi qu'on puisse en dire, malgré toutes les blagues qui sont tout à fait justifiables. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience pour G2 à travers ce MSI. Nous ne sommes qu'au début, chaque équipe va tâtonner et essayer de définir déjà sa méta, la tester, pour définir la méta ensuite derrière qui leur conviendra. Pour les G2, on est en phase de réglage, il y a beaucoup de choses à faire encore. Ouais, clairement, surtout que on en a pas mal parlé hier, mais voilà, l'impact de 2 patchs doit un peu se digérer pour ce MSI, donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir sans doute. Furia contre G2, ça enchaîne. Alors cette fameuse draft très appréciée par Shriek des G2, ça a donné lieu à une grande discussion comme ça entre nous, mais G2 effectivement à grands coups d'engage, à grands coups de tankiness, ont su venir à bout des Furia dans cette game. Et la game 4 avec une égalisation de Furia. Une game 4 où on avait bien aimé la draft, on avait bien aimé l'idée à la fin d'avoir le Renekton plus Blitzcrank. Renekton qui est censé avoir un bon match-up face à des tanks, que Blitzcrank force par sa présence. Mais le Sion, sur le fight là par exemple, prend un quadra kill, devient le titan colossal qui va juste se placer devant le Blitzcrank et on n'a rien pu faire juste après pour G2. Heureusement, la game 5, on termine avec une très bonne note. Excellente game de Caps sur Yone, même excellente game d'équipe qui termine quand même ce BO avec un petit soupir rassurant. Ouais, c'est vrai. On a eu pas mal d'outdrafts quand même au sein de cette série. Je pense que c'est vraiment le bilan qu'on peut dresser. La game numéro 4 est, je pense, l'outdraft le plus évident de Furia sur G2. Et de ce qu'on a pu construire. Ouais, le game 4, ouais. H Seraphine contre Kalista Blitzcrank, pour moi, c'est un no match avec un Sion en frontline. Ouais. C'est un no match du début à la fin. Mais à mes yeux, si Bibi avait été à la hauteur du BO, le Sion est pas ce qu'il est. On a une vraie force de frappe sur cette top lane et tu peux jouer autour de lui. Moi je crois que cette méta dans ce MSA ça va être une méta teamfight et que c'est ce qu'on a vu dans les plus hautes régions, qu'on a vu ici bien sûr avec les Bilibili qui ont pu y participer, avec la LPL et la LCK. Et à mesure qu'on va avancer dans la compétition, on va se rendre compte que toutes les équipes vont juste gazer à 5 sur les objectifs et c'est la meilleure comp qui l'emportera à la fin. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Et du coup, t'aimes bien la Séraphine dans ceci. C'est vrai qu'on l'a vu avec la frontline. de Séraphine, c'était trop bien. Avec la frontline, c'est vrai qu'on l'a vu, ça fonctionnait très bien. Alors messieurs, du coup, on laisse passer ces replays de BLG contre GAM. Les BLG qui ont vraiment explosé les gammes. Oui, là, il n'y a pas besoin de méta teamfight, effectivement. Pour le coup, grosse différence de joueurs et là, à partir de... Bon, les règles de League of Legends s'appliquent pas trop, je pense. Et le pire, c'est que GAM a plutôt bien joué. Enfin, ils n'étaient pas ridicules. Il n'y avait pas un gros gap individuel en phase de lane. Il n'y a pas une équipe qui s'est fait stomp en pur 2v2 ou pur 1v1. Mais c'était vraiment juste tout le collectif BLG qui était au-dessus et qui les a écrasés. Ouais, ils les ont écrasés. Moi, je trouve quand même qu'il y a eu des gros gaps bot lane. Je pense que ce qui s'est passé dans 2 des 3 parties quand même sur la bot lane est assez dramatique. Après, c'est pas forcément que du 2v2, c'est vrai. C'est plutôt des mauvaises décisions en fait du côté des gammes où on veut défendre la jungle alors qu'on n'a pas du tout l'occasion de défendre la jungle. Mais ça mérite une plus grande attention. Mais on va y revenir justement. Zero qui nous a préparé un petit retour en détail sur justement ces moments d'early game de BLG qui ont marqué les esprits malgré tout avec ces plays très très agressifs, ce match split. Le bracket du play-in, mesdames et messieurs, c'est un play-in assez court, encore une fois, vous le voyez. Donc aujourd'hui on a G2 BLG et Furia GAM et demain on a c'est le perdant de G2 BLG et le gagnant de Furia GAM. Voilà, exactement, désolé, je ne m'y retrouvais plus. Et donc voilà pour la situation actuellement. Alors, bien sûr, ce Before MSI est là pour revenir sur ce qui s'est passé sur la journée d'hier notamment. Et messieurs, il y a un truc qui a été marquant bien sûr dans le BO entre G2 et les Furia. Twix. La top lane qui meurt beaucoup. Entre autres, la top lane effectivement a été un très très gros problème. Alors forcément on va en discuter là puisque ça a été visible tout de même cette faillite de Bibi qui a entraîné la faillite de G2 un peu dans sa foulée. On peut notamment penser à la game 1 où ça a été particulièrement marquant je trouve avec les lanes de G2 qui tout le monde s'en tirait bien.
sauf la top lane où il y avait un gap absolument colossal. Messieurs, qu'est-ce qui se passe du côté de Bibi? C'est un peu la première question que j'ai envie de poser. Est-ce qu'on est surpris par rapport à ce qu'on a vu cette année de Bibi, de retrouver cette situation? J'ai quand même l'impression qu'on est à l'extrême. Ouais, on s'attendait à ce qu'il soit moins efficace à l'international. Je pense qu'au ranking, on a bien mis quand même un point d'orgue à rappeler que Broken Blade a terminé quand même sur une pente descendante. Là où peut-être on s'attendait pas à ce que Guigo soit aussi efficace. Tout de même, je le voyais comme un joueur peut-être très agressif, qui voulait que jouer des carries et qui allait se faire punir à l'international. Force est de constater qu'au cours de ce premier BO, il a montré qu'il était un bon laner également, qu'il a réussi à très très bien punir. Maintenant, il y a beaucoup des matchs dans lesquels c'est Bibi qui choisit le counterpick, c'est lui qui choisit son match-up, qui connaît normalement les arcanes du Warwick, entre autres, et qui se loupe quand même beaucoup. Twixou, je me souviens de quand on regardait notamment une game de Gwen, de Bibi sur la fin des playoffs, Oui. où on le voyait faire des grosses erreurs en lane. T'as eu ce sentiment aussi d'un Bibi qui loupe vraiment individuellement, mécaniquement ses plays en lane? Je pense que tout le monde a en tête le Warwick parce que c'était vraiment le scénario, c'était un pur 1v1 et un pur solo kill. Dans les 3 autres games, il me semble que c'est plutôt un gank 3 minutes assez classique, c'est sûr, mais c'est plutôt un gank qui vient le mettre dans le dur. Et dans ce duel-là, l'outplay en question, c'est son adversaire qui flash son fear. Donc c'est pas non plus un énorme échec mécanique de Broken Blade. Je pense que c'est un outplay un petit peu. Voilà, les joueurs se jaugent en quelque sorte. Il peut y avoir aussi de la réussite en face. Mais je pense que c'est surtout une question de rythme par rapport à la jungle qui a coûté cher à Broken Blade. Il s'est fait certes solo kill dans un match-up Warwick Atrox, ce qui n'est pas censé arriver, mais je pense qu'il y a plus de problématiques que juste des interactions de champion à champion. Faut qu'il regarde un peu le kill jungle tracking de Shriek, probablement. potentiellement. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à avoir autant d'attention sur lui, hein, ça peut aussi se tenir, je pense. Possible. Splinter, là on a... Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je serais un peu plus critique, dans le sens où, quand même sur tout le BO, il est derrière en CS, il n'arrive pas à positionner sa wave comme il veut, et tu le sens vraiment en difficulté, alors que c'est pas censé être un adversaire de grande taille. J'ai plus l'impression que c'est lui son propre adversaire, lui qui n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut faire. Avec son Warwick, il n'arrive pas à battre son adversaire, il n'arrive pas à trouver les patterns de trade qu'il veut. Et c'est une question plus grande, on n'aura jamais vraiment la réponse. Est-ce que c'est en ce moment, ça se passe moins bien de son côté personnel? Est-ce que c'est dans le collectif? Chose qu'on ne saura pas, mais il faut espérer que ça va s'améliorer parce que j'ai trouvé ça inquiétant hier. Je pense qu'il a pris des bons ganks, moi, sincèrement, pour le coup. Il a pris des bons ganks dans sa tête, il se fait punir. Peut-être un peu sous-estimer l'adversaire, c'est aussi possible. Hein, parce que je pense pas que le niveau soit vraiment beaucoup plus bas de joueur à joueur dans l'équipe brésilienne. Messieurs, alors un truc qui est souvent pointé du doigt du côté de Broken Blade, au-delà du gameplay individuel, bien sûr, c'est le champ pool. On a proposé juste là un petit décompte de la situation de Broken Blade. Non, on revient sur cette précédent, s'il vous plaît, mais on a proposé un petit décompte de Broken Blade avec donc parmi les 6 champions les plus joués en région majeure sur la top lane, il y en a 3 qui manquent à l'appel de son côté. Pas de Rumble, pas de Jace, pas d'Yorick. On a vu ça en Bessa, mais il n'a pas vraiment marqué les esprits non plus. On a vu ça Gwen, il n'a pas vraiment marqué les esprits non plus. Il y a le Sion, éventuellement, mais qu'est-ce qui se passe niveau de champoule du côté de Broken Blade? On a l'impression qu'on n'y est pas. Je pense que c'est un choix un peu personnel de sa part, dans le sens où je peux comprendre que tu n'y crois pas, la méta Yorick, qu'elle va pas durer longtemps et que tu ne veux pas te prioriser. Au niveau du Chase, c'est un personnage qui est ultra demandant et tu as besoin d'être vachement en confiance. Et peut-être que si en ce moment il traverse une période où il est moins en confiance, c'est cohérent. Moi, je trouve le gros point rouge, et pour moi où ça passe pas, il n'y a pas d'excuse, c'est Rumble. Le personnage est méta depuis 2 ans, tu es censé être le moteur de ta région, et tu es incapable de le jouer. C'est un vrai problème. Et parce que ça casse toutes les dynamiques de draft de G2, où ses vis-à-vis ne battent même pas Rumble, parce qu'ils savent que G2 est incapable de le jouer. Ils peuvent se permettre d'avoir un super red side, parce qu'il n'y aura pas vraiment de counterpick sur ce niveau-là. Ça casse trop, c'est problématique. Il a totalement raison, hein. Pour le coup, ne pas maîtriser un pic comme Rebel, ça va coûter très cher dans le MSI et certainement enrayer les chances de qualification, même là, juste là, de G2, très sincèrement. Imaginez un BO contre Gam, admettons, contre un Kiaya qui a une parfaite maîtrise de Rumble. Oui. T'es dans une situation un petit peu épineuse. Mais là, je ne sais pas si c'est vraiment une question de décision personnelle ou collective. Il l'a essayé. J'ai du mal à me dire que la chum pool d'un joueur est vraiment définie juste par ses préférences et pas par le collectif quand tu es à l'international. Il l'a beaucoup joué cette année en solo queue. Il a plus de 50 games dessus.
Tu veux deviner son win rate? Alors, j'imagine qu'il est très bas, mais... Il est à 43%. Mais t'es d'accord avec moi pour dire que Rumble, c'est vraiment... mais le niveau de difficulté est pas très élevé sur Rumble. Mais toi, tu dis ça parce que tu le joues depuis les fondements. Non, je dis... Alors oui, c'est sûr, mais je dis ça aussi parce que je suis un peu honnête. Et honnêtement, c'est un perso qui est vraiment pas compliqué. Je pense quelqu'un qui a les mains de Broken Blade. Je vais vérifier. Même tes mains à toi, je pense que tu Moi, peux... j'adore jouer Rumble. Tu peux totalement t'en sortir. Dire une Gwen est 100 fois plus compliquée, je pense à maîtriser. Et je vérifie la stat, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était 44%. Alors qu'il l'a beaucoup joué, il l'a essayé, tu vois. Et même en essayant, il n'y arrive pas. Il n'y a même pas d'auto-attaque sur Rumble, c'est terrible. Mais la gestion de l'énergie, de la surchauffe. C'est à 150 maintenant, c'est même plus à 100. Je sais pas, mais malheureusement, on sent qu'il y a un blocage et il a jamais sorti de sa carrière, et c'est pas pour rien. Je peux pas croire que Broken Blade soit pas capable de jouer Rumble. Mais il a pas joué que chez G2, tu vois, ça fait longtemps, toute sa vie, il n'a jamais joué Rumble. Non, c'est pas possible. Non, no joke, c'est pas possible. Bah écoutez, alors moi je vous propose aussi maintenant qu'on a vu un peu que dans le champ pool préféré de la top lane actuellement, le plus en vogue, il y a des vrais trous actuellement dans la raquette de Bibi. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien sur ses counter picks, messieurs, puisque voilà, quand on parle de Bibi, on a envie de parler du fait que le joueur a quand même beaucoup d'atouts dans sa manche. Et on le voit notamment, alors Blind, 22 games en blind pick de son côté avec, alors justement, des pics un peu passe-partout. 37 games en counter-pick. Le pire, c'est qu'il a un win rate pas si énorme que ça en counter-pick par rapport au nombre de counter-pick qu'il réalise. Il est un peu au-dessus de la moyenne, certes, 54%, mais bien moins que dans ses blinds. Est-ce qu'on a des problèmes, messieurs? Alors, ces fameux pocket picks. Et moi, je vais vous dire un truc. Alors, parmi ces picks, on peut constater que ce qui a fonctionné, c'est surtout Swain et Poppy. Mais son Galio fonctionne pas vraiment. Son Warwick aussi, c'est un assez gros flop en lane. Camille, personne n'a vraiment la Camille de Bibi à l'esprit. Non, c'est vrai que son Warwick, il a un gros casier maintenant. Ouais, voilà. Puis tu vois, son Mundo, son Shen, ça a pas tellement fonctionné. Son Maokai a fonctionné. Mais c'est vrai que quand on fait le bilan un peu de ses counter picks, on se dit, bon, il a pas l'air d'être très en place sur les picks méta. En tout cas, il lui en manque la moitié au moins. Sur ses counter picks, pour l'instant, c'est assez décevant aussi si on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on attend, messieurs? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait du côté de Bibi? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir sa Poppy et son Swain à toutes les games, en fait? Poppy et Swain, je pense que le point commun, c'était face à Cassante principalement, non? Parce que Poppy, oui. Poppy, c'est presque sûr, voire Ambessa. Donc il maîtrise les counter picks contre Cassante, ton point de vue, mais au-delà de ça, c'est compliqué pour Bibi en ce moment. Et le truc, c'est que les counters de Cassante et les match-ups face à Cassante, c'est quelque chose qu'il a appris beaucoup l'année dernière, tu vois. Donc je me demande juste s'il cherche, lui, à se renouveler, à se dire, il doit retrouver sa force qui est le fait de réussir à counterpick, d'avoir des trucs spéciaux. Broken Blade, on l'a vraiment jamais vu comme un top laner à se dire, sur les champions méta, il va avoir les fondamentaux parfaits sur lesquels il va réussir à jouer. Non, c'est pas ça qu'on attendait de la part de Broken Blade. Et je pense qu'il a essayé de se renouveler autour des champions qui étaient méta actuellement et il n'a pas réussi à trouver les counters les plus appropriés et il s'est un peu perdu dans sa recherche, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas trop laissé tomber les fondamentaux pour essayer d'être plus un joueur qui trouve les petites niches à chaque fois? Moi, théorie. Juste truc supplémentaire. C'est quelque chose que Bwipo avait parlé à la fin de l'année dernière. Qu'il s'était rendu compte que lui, il était beaucoup moins efficace sur les champions méta quand il était en Corée et qu'il avait tenté de monter sur le ladder coréen. Il a dit, en fait, il n'arrivait pas à avoir les win rates sur Ambessa, sur Gwen et tout. Et il s'est rendu compte qu'à force de chercher à jouer spécialement, il avait perdu du niveau de jeu. Et le moment où il a réalisé ça, après, il a vraiment train full champion méta. Et après, à se dire, quand les champions méta sont bien maîtrisés, tu peux réussir à construire des counters, tu vois. Il a eu cette manière de se déconstruire lui-même et il a réussi à remonter. Et j'ai l'impression que Broken Blade, il est dans ce problème mais qu'il ne l'a pas identifié. Moi, ma théorie, c'est que on sait que le blue side est en faveur actuellement, qu'en blue side, quand il est forcé de blind et que ça marche bien, et du coup, il se concentre sur ses counter pick red side pour pouvoir améliorer le win rate de G2 lorsqu'il est dans cette situation-là, mais que pour l'instant, il n'a pas encore trouvé la solution.
Moi, je pense qu'il faut arrêter. Qu'est-ce que t'en penses, Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête au niveau des counter-picks, des match-ups, etc. Je pense qu'il y a une manière assez efficace qui prend forme dans ce MSI de jouer. C'est de jouer des compositions qui ont beaucoup de valeur en teamfight ultérieurement dans la game. Il y a suffisamment de champions Comme ce qu'a fait BLG à certains moments. Comme ce qu'a fait BLG, comme ce qui s'est passé avec Anyone's Legend, comme ce qui s'est passé dans les playoffs des régions majeures, et je parle de LCK et de LPL. On voit vraiment un gros profiling qui tend dans cette direction. Je pense juste qu'il faut rider, il faut vraiment surfer cette vague et arrêter de se prendre la tête avec des champions qui, certes, sont théoriquement des counters, mais si jamais ils passent pas devant, si jamais ça se passe pas bien en début de partie, ils ont des grosses lacunes de wave clear, des grosses lacunes d'utilité et deviennent tout simplement un poids pour l'équipe. Le Warwick est un très bon exemple, je pense. Oui, c'est vrai que Warwick a été une énorme devant, faillite. tu sers à quoi? Tu sers à rien. À rien, effectivement. À partir du moment où on a vu le solo kill, on s'est dit. Tu fais quoi en teamfight et tout, si t'as pas les stats pour être chiant? Face à Atrox, tu fais rien. Qui sustain plus que toi, qui fait plus de dégâts, qui fait des dégâts de zone, qui a autant de contrôle. Tu fais quoi contre une frontline, backline? Tu fais rien du tout. Non mais regarde, tu peux avoir un flanc qui est genre R l'ADC et en fait tu fais dans le mauvais sens. Ouais. Après, pour sa défense, il était dur, mais Oui. je pense qu'il s'est fait un peu scam. Mais, il était tellement au corps à corps, t'étais trop proche, tu vois. C'est ça. Mais il y a un bon flash. Je pense qu'il faut recentrer sur le jeu collectif et pas juste la leading phase, vraiment. C'est pas grave, MKOI va sauver l'Europe. Bah sur ce MSI, peut-être les amis, peut-être. Je mets plus ma pièce sur Koi que sur G2 pour ce MSI. En ce moment, oui, c'est vrai. On attendra de voir les premières games de Koi, effectivement, mais ouais. Alors, mesdames et messieurs, il y a un sondage qui est en cours sur le chat. N'hésitez pas à y répondre. C'est pour savoir comment on doit traiter notre post-pub de cette heure de Before. Parce que je vous le rappelle, il faut qu'on fasse une pub à un moment avant de rentrer dans les games. Parce que sinon, vous risquez de vous prendre des pubs pendant la game. Moi, je sais. Toi, tu sais? Ouais, je sais, parce que j'ai regardé tous les broadcasts internationaux et la pause pub, tu sais, en fin de draft, elle s'est vraiment popularisée. Même Riot fait ça maintenant. Ah ouais. Et il remercie les subs d'ailleurs, Riot, maintenant, pendant les broadcasts. C'est assez marrant, donc on va peut-être y mettre. Donc il faudrait un moment hyper important, donc je propose pendant le téléstrator de Zerotic, on met la pause pub. Ah voilà. Ça fera une longue pub. C'est comme ça que tout le monde fait, donc je pense qu'il faut jouer méta, les amis, il faut jouer méta. Ouais. Dans les deux choix, c'est 20h35, je comprends. Non, mais en fait, la question, c'est du coup, est-ce qu'à 20h35, on fait un petit break ou est-ce qu'on fait pas de break et juste on envoie des pubs et du coup, les gens qui ont des pubs, sauvez-vous. Voilà, mais voilà. C'est ça la question en fait. Mais ouais, on vise 20h35 effectivement en tous les cas. Répondez à la question, mesdames et messieurs, on fera un peu en fonction de votre choix. Zéro, du coup, tu as des early games de BLG dont tu veux nous parler. Pub. Justement. Il passe devant la caméra. Double pub, Bichente. Et Marex, il va venir prendre ta place donc en plateau justement pour parler. Il va passer devant la caméra lui aussi. Et qui passe devant la caméra, mais c'est pas grave. C'est yo les gars. Yo Marex. Alors Zéro, tu as voulu revenir sur 2 early games de BLG hier qui ont eu lieu lors des games 2 et 3 face aux GAM. Ouais, effectivement. On va revoir du coup les 2 early games de BLG Game 2 et Game 3. Le point principal qu'on va regarder, c'est jungle tracking et les décisions du coup qui ont été prises par la bot lane principalement de chaque côté. Donc, on va déjà se remettre en contexte. On arrive dans quelle situation? On va regarder les 2 bot lane et les 2 junglers sur la game numéro 2. On joue d'un côté, nice, avec Ezreal Rell, de l'autre côté, Tristana, Rakan. Donc en théorie, 2 botlane qui sont pas si puissantes que ça au niveau 1. Le Ezreal peut avoir de la puissance, mais il faut lui laisser du temps. Et 2 junglers qui n'ont pas un bon niveau 1 non plus. Donc là, on démarre la game en se disant que normalement, il va rien se passer. Seul petit truc, BLG ont tout de même des ambitions. On va démarrer avec Knight, Elk et On qui se retrouvent directement dans le bot side et qui vont repousser Helio. En repoussant Helio, on va avoir On qui va rentrer dans la jungle adverse et qui vont chercher encore plus loin. Point important, juste ici, on a Helio qui va commencer au Q-Spell et qui va donner l'information. Cette information sur le Q-Spell de Rakan, elle sera importante un peu plus tard. Vous allez vous rendre compte. À ce moment-là, il faut regarder ce qu'ont fait les 2 junglers. Les 2 junglers, ils se sont croisés à cet endroit-là et les 2 se sont tapés immédiatement. Donc là, on est bien au courant du côté de gamme que BLG vont commencer sur le bot side et les wards ont déjà été mises en conséquence. On voit la ward d'Artemis qui a été posée ici. Donc on a une bonne ward pour spot le red buff, une board ward pour spot l'autre côté, et du côté des BLG,
On a également fait son travail avec une ward qui a été posée de l'autre côté. Donc là, on arrive sur la fin du niveau 1. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. On est d'accord? Oui, Donc semblerait. là, maintenant, tout le monde peut prendre les décisions. De ce côté-là, du coup, Beishuan, il va jouer sur le bot side. En tant que Levi, quelle est la bonne décision à prendre à ce moment-là? Je sais pas, la minimap est trop petite. Il n'y a pas le zoom. Ouais, y a pas Il le n'y a pas le zoom sur celui-là? Non, on s'en est rendu compte trop tard avec Bichente. Bah, on modifiera pour la prochaine Vous fois. pouvez répéter la question? Maintenant qu'on sait que Beishuan va commencer sur le bot side, avec sa bot lane qui est déjà là, quelle est la bonne décision à prendre pour Levi? Moi, monsieur. Splinter. Vas-y, Splinter. Il a levé la main, vas-y. En plus, il est en train de monter Challenger en jungle. Non, mais là, étant donné qu'on a toutes les informations que BLG va sortir dans son bot side, on va crossplay du côté de Levi pour récupérer le top side jungle de BLG et faire un traversal jungle, c'est-à-dire jouer que top side du côté de Gam pendant que BLG va jouer que au niveau vertical jungle, excuse-moi. Et c'est exactement ce qui va être fait. BLG cherche à jouer un peu plus longtemps, à voir si Levi va faire l'erreur. Mais pas d'erreur. Levi prend la bonne décision à ce moment-là. BLG vont commencer sur le bot side. Elio va mettre une petite ward supplémentaire pour voir si le Wukong fait les 3 camps et s'il arrive sur les golems à la toute fin. Donc là, à ce moment-là, les deux ont exactement la même information. Vous voyez la vaille qui est en train de jouer sur le top side également. Et on va avancer. On peut avancer encore plus. On va arriver ici. On arrive au moment des golems de Beishuan. Et là, la botlane de Gam prend la décision de venir le contester. Seul problème, je vous ai dit de faire bien attention avant. On sait que le Rakan, il a commencé au Q-Spell. On sait qu'il a commencé au Q-Spell. Il est niveau 1, miskin. Donc là, la question c'est, mais que fait ce Rakan? Mais que fait ce Rakan? Et là, en soi, c'est une grosse erreur de la part d'Elio, parce qu'il ne peut pas se permettre de contester ici sur un Wukong avec un red buff. La réaction de On est excellente, et on se retrouve avec un premier sang, parce que forcément... Vas-y, Splinter. Moi, monsieur, je voulais juste ajouter une info. Les gens pendant le chat peuvent se dire pourquoi est-ce qu'ils sont niveau 1 alors qu'ils ont Tristan Arakan, ils pourraient contester la wave niveau 1. Exact. Mais en fait, étant donné que c'est un vertical jungle et que le Wukong est dans leur jungle à eux, s'ils contestent la wave, ils vont contester des HP et en contestant des HP, ils pourraient se faire dive. Voilà, donc ils sont forcés de laisser la wave venir et tu arrives dans cette situation. Malheureusement, en étant niveau 1 à ce moment-là, il est puni parce qu'il avait le Q-Spell juste avant. Point supplémentaire. Parce que là, du coup, on a un avantage qui est pris côté BLG. Mais Levi a toujours pris la bonne décision. Levi, on sait que d'un côté, on est en train de faire les golems. Donc, si vous n'avez aucune notion de jungle tracking, vous savez que le jungler adverse, il est en train de faire les golems également. Il est également en train de les finir. Donc, Levi va arriver là-haut. Bin a posé la ward dans la rivière juste avant, en se disant que dans tous les cas, Levi allait arriver. Mais Bin se fait quand même avoir. Et là, on peut se dire, bah, il troll. Il troll à être aussi avancé. Point de fondamentaux supplémentaires. Pour passer niveau 3, il faut avoir les 2 premiers CS sur la wave numéro 3. Quand vous regardez ici, il y a un creep qui va mourir et Bin voulait s'avancer pour obtenir le creep numéro 2 sur la wave là, faire en sorte de passer niveau 3. Seul problème, Levi arrive juste avant, on ne passe pas niveau 3 pour Bin et on se retrouve à mourir ici. Donc là, on termine tout de même cette early game en se disant, bah, les gars ont tout de même réussi à prendre... Il y a un kill de chaque côté. La wavebot est fine vu qu'on va réussir à la repousser pour la Tristana. Levi dans des conditions acceptables vu que tout son topside est encore disponible. On termine ce début d'early game dans une bonne situation. Ouais, sauf que On, il n'est pas d'accord. Sauf que On, il n'est pas d'accord et il va continuer de jouer et il réussit à trouver un petit avantage supplémentaire. C'est un trade de flash entre les deux mid laners. Sauf que avant le niveau 6 et même au niveau 6, Annie a un setup supplémentaire, un setup plus facile qui peut le mettre bien. Pourquoi Rakan est bot? Pourquoi Rakan est bot? On aurait pu ouvrir mid également. Parce qu'il était mort niveau 1. Est-ce qu'il est également niveau 1, qu'il a que un Q-spell à apporter? Donc ce Rakan ne peut rien faire. Ouais. C'est report Rakan, hein, littéralement. Bon, maintenant que ça s'est bien passé, il est temps de vous montrer la game sur laquelle on a pris des mauvaises décisions du côté de Gam. On va arriver dans une situation différente de la game numéro 1. Parce que là, on a Caitlyn Karma. On a Caitlyn Karma et Xin face à Jarvan, Miss Fortune, Nico. Donc pour le 2v2, enfin pour le duo lane plus jungle, là, il n'y a pas photo. BLG sont beaucoup plus puissants au niveau 1 et on va devoir baisser les yeux immédiatement. Donc là,
dès le début, Knight va aller prendre l'information le plus loin possible, faire une petite erreur de positionnement, mais comme il n'a pas pris son sort au niveau 1, on se retrouve avec un Z qui est pris par la Aurora et du Chunk qui est déjà mis par la Karma. La Karma et la Caitlyn qui vont poursuivre la duo lane adverse parce qu'ils savent qu'ils sont bien gagnants dans cet affrontement à ce moment-là. Et Beishuan va également les rejoindre. Artemis se retrouve 2 Q-spell, hein. encore plus low. Et là, problème. Déjà, du côté de Beishuan, juste avant de partir de sa cover, il avait posé la ward beaucoup plus proche que la première fois, où il a posé la ward au niveau des Corbins. Levi va être repéré sur sa tentative de contestation. Et là, c'est de mal en pis. Là, c'est catastrophe parce que tu te retrouves avec le Jarvan dans cette situation. Les camps sont déjà up. Et là, Splinter, tu fais quoi ? Là, c'est la merde. Tu fais quoi avec, Globalement, avec ta Naafiri jungle, tiens. avec Manafiri Jungle avec 30% de win rate, on va la laisser tranquille, elle. Non, bah là, le seul point, c'est qu'il peut même pas se permettre d'aller invade, étant donné que Aurora a la prio dans un éditor et que Renekton a la prio dans un Yorick. Eh oui. Donc là, il est finito. Après, Aurora a pas la prio à la start W. C'est vrai. Mais sur un. Elles peuvent plus facilement décaler qu'un Victor, beaucoup plus mobile. Après, normalement, Victor crash, il peut start Raptor anyway, là, je pense. Hein. Bon, et là, petit truc supplémentaire. Avec tout le trade qui a été pris juste avant, il y a déjà les 3 premiers creeps mêlés qui sont morts. Vous voyez que elle qui est tout de même arrivée à temps, c'est la petite barre violette ici. Alors Artemis n'est pas encore arrivé. On se retrouve avec un avantage d'XP de Caitlyn sur Miss Fortune qui va être appuyé en continu. Ils vont vraiment les deny jusqu'au bout. Le début de la lane est clairement à leur avantage. Et ils sont bien au courant que le Xin est de leur côté. Le Xin a fait le passing en faisant les 3 camps comme au cours de la game précédente. À la top lane, on met la pression. À la mid lane, on met la pression. Là, l'objectif du côté de Helio et Artemis, sachant que de toute façon, ils ne peuvent pas jouer le 2v2, on va essayer de contester les golems. Golems qui sont gagnés par Beishuan. Et là, on se retrouve avec la Caitlyn qui va passer niveau 3 en ayant pris solo XP sur le côté là. Et de l'autre côté, on a eu La panique. un creep mage. Un seul creep mage d'XP pour Artemis. Et là, c'est le massacre. Au passage, au niveau de la top lane, comme on est dans la même situation que la game précédente, Bin, cette fois, se fait pas avoir de la même manière. Il passe niveau 3 beaucoup plus tôt, avec déjà des trades précédents. Donc là, il met un trade tellement gros sur Kaya que même si le Jarvan passait top, bon, on sait que le Renekton, il prend 2 kills là-dessus. Ou à la limite, il perd un flash. Mais là, pour Levi, l'option de passer top, elle est tout de même difficile à prendre. Ouais. Ouais. Et du coup, derrière. Après, est-ce qu'ils n'auraient pas dû se tirer sur la bot lane plutôt que de rester là ? Ils auraient dû aller bot et tanker le dive, Ouais. quoi qu'il arrive. De toute façon, ils étaient morts, c'est sûr. Donc autant prendre de l'XP. Hein. Et il fallait réussir à l'outplay. Sauf que là, bon, regardez. Il est propre, hein, le dive. Le dive est magnifique. Il est magnifique. L'exécution du dive est absolument magnifique. On va se le remettre en grand écran, ouais. Hop. Oh, le premier, l'aggro est pris par On. Beishuan qui va réussir à passer à travers le trap de Caitlyn. On prend l'aggro à la fin pour Elk. C'est magnifique. On se le remet une deuxième fois parce que on peut dire autant qu'on veut sur les décisions sur la carte. À la fin, il faut réussir à cliquer correctement. Et là, les clics sont exceptionnellement bons. Ouais. Un des meilleurs dives, franchement, en termes d'exécution. On peut voir qu'en réalité, Levi, il a autoroute Raptor. Hein, il est en train de les faire, justement. La décision qu'il aurait dû prendre ici, c'est de start directement au Raptor avec le starter d'Aurora au W. On voit que Victor a la prio perma. Il aurait pu start de ce côté-là. Il se serait jamais fait collab par juste un Renekton qui va essayer de solo kill ou à la limite, G4, je pense. Ou à la limite, il aurait dû juste give les golems. Ouais, ou juste give les golems, effectivement. Ou juste faire raid, Raptor raid et ensuite revenir sur son top side. Peut-être cover un peu son Yorick, faire des trucs comme ça. Mais Après, à ce niveau-là, faut voir où est la wave, à quel moment, à quelle vitesse il a clear les 3 camps, mais aussi des bons junglers qui auraient abandonné leur camp, base et cover le dive parce que la game se joue là-dessus. Genre Canyon, par exemple, aurait fait ça, quoi. Merci, Zéro. Mais dans un certain sens, Levi va prendre une décision un peu similaire. C'est qu'après, pour réussir à remettre un peu les pendules à l'heure, il va abandonner le respawn de ses camps topside pour tenter un gangbot. Et c'est là où On, sur les 2 early game, est au final le gros MVP, parce que
au cours de la game 1, c'était la Rel qui repasse au niveau de la mid lane pour prendre un avantage. Là, le flash out est excellent et Beishuan va encore plus s'appuyer. Et là, tu te retrouves avec un Jarvan sans flash qui vient d'all-in un move supplémentaire et qui se fait un peu beaucoup outclick encore en plus. Et ça, c'est la règle numéro 1 du jungling. Ne jamais aider une lane Doomed. Ça ne sert absolument à rien. Ouais, mais là, le move de L était magnifique. Hein. Merci Zéro pour cette petite revue des early games de BLG. Donc, alors voilà, un BLG effectivement qui sont venus avec des plans early game très très solides, ce qui a permis à Beishuan de briller aussi. On l'a désigné MVP du BO d'hier sur OTP. Messieurs, les BLG qu'on a vu là exécuter ces très bons early games vont faire face au G2 aujourd'hui. BO5, qu'est-ce qu'on attend de la rencontre, Marex? Est-ce qu'on espère est-ce qu'on espère une bonne surprise? Parce que j'ai envie de parler de surprise tout de même. Et retour un peu sur du G2 BLG qui a été marquant. Ouais, ça a été marquant. En vrai, on sait qu'hier les G2 on avait des interrogations quant à Bibi, etc. Vous en avez un petit peu parlé, mais voilà, il y a eu aussi, il fallait se mettre dedans. On sait évidemment que c'est pas le niveau max des G2 qu'on a vu hier. Ça devrait mieux jouer aujourd'hui, parce que le fait d'avoir joué ce BO, ça va un peu plus les mettre. Surtout quand tu joues 5 games, tu vois, franchement, ça te met bien dans ta compétition on stage et tout. Ils joueront forcément mieux aujourd'hui, mais est-ce que ce sera suffisant face au BLG? Sur le papier, non, évidemment. Mais sait-on jamais. Moi, je pense pas non plus qu'ils vont se faire détruire, parce que je pense pas qu'ils vont jouer comme hier, tout simplement. Et pour revenir un petit peu sur les images qu'on avait avant, très clean du côté de BLG, qui montre aussi comment exploiter les meilleurs champions early game de la méta, ce genre de choses. Et point important que je me permets de souligner, vu qu'il n'y a plus les line swaps maintenant, on revient vraiment sur les anciens patterns d'early game de League of Legends, où vraiment tu peux forcer les splits de maps. C'est le League of Legends à l'ancienne, mais voilà, parlons un peu des chances de G2 face à BLG, malgré ce qu'on a vu hier. Ouais, on revoit aussi ce play, ce teamfight qui a sans doute valu l'élimination de G2 des Worlds 2024. On a tous en tête ce Zhonya de Bin qui empêche l'extirpation du l'extirpation de la Kalista, pardon. L'un des fights les plus coûteux de l'histoire de l'Europe sur LoL, en termes d'influence, parce que pour ceux qui n'ont pas tout en tête, c'était la qualification pour ensuite aller jouer les playoffs des Worlds. Terrible. C'est pour ça quand on voit le Ezreal de Elk, on sait ce dont il est capable et on l'a vécu de façon assez douloureuse, justement. Et ce dont il faut se rappeler, même si l'équipe a changé, c'est que là, les images qu'on a vues, c'était littéralement dernier match à l'inter des G2, et le niveau qu'ils avaient sur ce BO était quand même ultra élevé, quoi. Même si maintenant ça a changé. Beishuan, justement, on l'a vu, qui a été un peu au cœur de la stratégie de BLG avec ses invades level 1. Skew va faire face donc aux nouveaux junglers des BLG, respectivement chacun est le nouveau jungler de son équipe cette année finalement. Cette confrontation, messieurs, est-ce qu'on Skew, effectivement, le jeu a beaucoup moins tourné autour de lui du côté de G2, autour de ses invades. Est-ce qu'on est en danger face à Beishuan aujourd'hui pour Skew Monde? En fait, moi, je suis un peu un disque rayé qui tourne un petit peu en rond. Vas-y, je refais. Mais pour moi, le seul et unique souci, le seul point qui est important, c'est de savoir, c'est l'état de forme de Bibi, en fait. À quel point non, mais il a raison. C'est vrai qu'il y a c'est comme la pyramide des aliments, un peu, tu vois. Avant tout savoir. Enfin, on peut pas parler d'autre chose que l'étape numéro 1, c'est est-ce que Bibi va bien jouer? Oui, non. Oui. Et après seulement, on peut commencer à parler du reste. Mais si on part du principe que Bibi joue bien, s'il n'y a pas de grosse anomalie, voilà, c'est ça la question. S'il n'y a pas de grosse anomalie, je pense que Skew Beishuan, ça peut être serré. Ça se tape, les deux sont bons. Il faut voir. Après, Beishuan est bien rentré en confiance hier grâce au match qu'on a vu hier. Je pense pas qu'ils aient un playstyle tant différent que ça. Ça se ressentait au niveau des stats. D'ailleurs, au niveau des stats en jungle, si on peut remettre la 7, être dernier dans certaines stats, ça veut pas forcément dire être mauvais, mais ça donne plutôt des indications sur le playstyle joueur, par exemple le fait d'être isolé, etc. Il y a des joueurs qui s'isolent beaucoup, mais qui sont très efficaces. Les deux aiment bien, effectivement. Quand ça compte. Un peu comme Canyon, par exemple, sans faire exprès de citer son nom, même si j'ai troll tout à l'heure, mais c'est pas forcément parce que les stats sont basses que c'est mauvais pour la jungle. Mais ça va être une confrontation de style intéressant, mais il y a tellement de variables et d'inconnus, comme en parlait Splinter avec Bibi, le déséquilibre de la top lane, que tu vois, typiquement les G2, s'ils ont regardé le match des BLG hier, ils vont peut-être se dire ok, il faut pas qu'on se fasse avoir par ce que vient de montrer Zerotic, le plan early game des BLG avec bot lane jungle fort. Du coup,
on va mettre Bibi sur ce qui nous a fait le plus gagner, c'est-à-dire les blinds des tops et tout. Enfin, tu vois, typiquement, ça semble évident que les G2 doivent faire ça pour le match de ce soir et ça va peut-être plus ou moins leur servir. Et on va voir effectivement, mais c'est assez marrant d'ailleurs parce que 12 games joués entre deux. Pour ceux qui se demandent, ça va du côté de Twitch, juste petit coup d'allergie, il devait aller se moucher, voilà, ça arrive. Du coup, Zéro qui prend le relais, mais très bien, on peut un peu tourner de toute façon. Alors, des gaines de zinzin. il va bien, il est vivant. 12 games, l'air de rien, entre les deux joueurs, 8-4 en faveur de Bin, et on voit du côté de Broken Blade 11 champions joués en 12 confrontations, alors que Bin est sur un champool très stable. Et ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Et il n'y avait pas la Fearless à l'époque. C'est très important pour cette stade. Il n'y avait pas la Fearless, effectivement. Mais ça nous ramène un peu à ce dont on parlait pour Bibi, à savoir, toujours dans la recherche du counter-pick, du match-up peut-être de niche, là où Bin est juste monstrueux sur des champions de base et il déroule en permanence. Il maîtrise parfaitement la méta. Bin, il est très bon dans ce style-là. Et quand tu es un meilleur joueur que ton adversaire, juste joue les meilleurs champions et tu vas l'exploser. Là où, quand tu es peut-être un petit peu moins bon, tu vas te dire, je vais essayer d'utiliser la ruse, utiliser ce counter-pick, ce match-up que mon adversaire n'a peut-être pas beaucoup travaillé pour réussir à trouver un avantage. Et on voit, malgré tout, malgré ses counter-picks, il perd les phases de lane, Broken Blade face à Bin d'environ quasiment 500 gold. Clairement, messieurs, est-ce que G2 peut faire un truc aujourd'hui par rapport à la situation top lane? Qu'est-ce qu'il faut pick? Qu'est-ce qu'il faut faire? En vrai, parmi les champions qu'on a vus hier, le meilleur champion de Broken Blade hier, c'était Gragas. Ça reste un annulateur de lane, donc ça peut faire partie des champions refuge. Ça fait au moins une game sur 5. Déjà. Alors, je vais vous poser une question, et c'est dommage que Twix soit pas là, mais est-ce que Broken Blade ne doit pas invoquer son boss intérieur? Partir sur des champions, justement, comme joue boss, du Gragas, gros contrôle de lane, Shogat, des trucs un peu... Et moi, je trouverais ça top, et pour moi, ce serait pas un aveu de faiblesse, mais juste assumer et réagir en conséquence vis-à-vis de ces récentes performances. Tu prends des champions qui annulent la lane, qui farment bien, qui empêchent ton adversaire de plate. Parce que moi, c'est mon problème que j'ai eu avec son Horn, c'est que certes, il était très important dans la game, mais il se prenait 50 CS et que le Rumble avait 5 plates. L'avantage d'un Sion, d'un Gragas, c'est que ton adversaire peut même pas plate devant toi, donc juste, t'es even au farm, tu perds peut-être 15 CS, t'as pas la prio, mais tu peux jouer la game et t'arrives en mid-game et dans les phases de teamfight importantes avec des ressources équivalentes. C'est le Jax AP de Bibi. Ah, c'est le Volibear. Le Volibear AP. Mais le Jax, tu le denies à Bin, c'est tout droit. C'est le Jax AP. Mais ouais, il faut du wave clear. Il faut lâcher Warwick, quoi. Voilà. Ouais. Warwick, ok. Après, s'il le tente ce soir, c'est aussi compréhensible, parce que c'est censé être un peu sa carte piège, mais on n'a pas encore un assez grand échantillon. Mais bon, sur l'échantillon qu'on a, son Warwick a été un peu un flop, quoi, malheureusement. Ouais, on est d'accord à ce niveau. Mesdames et messieurs, on va envoyer quelques pubs là. Alors, si ça vous arrive, on coupe pas forcément le live parce que on n'a plus que 20 minutes pour discuter, donc on préfère rester là. Mais n'hésitez pas à vous sub si jamais. C'était hyper naturel. Hyper naturel, effectivement. Messieurs, dernier match-up dont on voulait rapidement parler pour ce BO, le Elk contre Hans-Sama. Hans qui fait une perf assez stable hier, mais Elk était en très grande forme. On a vu de la belle domination de lane du côté de BLG, l'air de rien. Qu'est-ce qui te surprend? En fait, du coup, les stats, il y a quand même un parallèle à faire avec les stats Bin et Bibi. On perd la phase de lane. Logique. Du coup, on perdait la phase de lane top, on perd la phase de lane bot. En général. Et ce monstre a 1230 dégâts par minute post 15. Oui, on a des mauvais souvenirs pour G2 contre BLG, oui, 0, oui. Et le truc, c'est qu'au cours des dernières rencontres, la dernière rencontre, de toute façon, c'était une Kalista de Hans. Tout le monde s'en souvient avec le Zonia de Jax au dernier moment. Et ça a essayé de jouer plus fortement pour la lane pour réussir à contrôler. Et en soi, le point positif hier, tout même du match face à Fura, c'est que la bot lane, je trouve, elle s'est vraiment bien passée. Hans et Labrov ont été toujours l'angle sur lequel on pouvait réussir à perf. Le truc, c'est que c'est l'angle qui a également été choisi par Elk et On. Donc reste à voir si Hans et Labrov peuvent tenir le choc et ont une idée de comment réussir à tenir ce monstre-là. Ça a été la phase de lane quand même hier pour Hans et Labrov. Ouais, c'était fine. Tous les joueurs ont pu un peu jouer les 5 games, rentrer dans leur tournoi et tout. C'est dur de prédire un peu ce qui va se passer pour les G2. Bon, évidemment, on s'attend pas à. T'as mis quoi comme prono, Marex? Je crois que j'ai mis 3-2 BLG en vrai. Ah, t'as mis BLG quand même? Ouais, mais j'ai mis que G2 prenait des games. Tu vois, je pense pas qu'ils vont jouer mieux qu'hier
et peut-être un peu surprendre. Enfin, moi, je pense pas qu'ils vont se faire 3-0. Tu vois. Après, on verra. Hein. Mais on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer ce soir. On s'attend forcément pas à un G2 qui joue aussi bien que dans le dernier BO contre BLG, par exemple. Mais on peut s'attendre à un éventuel combat. Ça va dépendre des drafts et tout. Mais moi, je pense que vraiment le pattern qui semble logique avec tout ce qu'on a vu du coup dans ce pré-show pour ceux qui ont été là, c'est de draft plutôt pour la bot lane, de mettre Bibi sur du blind solide au top sur lequel il se sortira bien. Et ça semble être le bon plan au vu de ce qu'on a vu hier et de ce qui fonctionne pour les G2 et de ce qui pourrait bien contrer les BLG. Et ça va dépendre aussi après match-up jungle. À tout moment, Skewmond peut prendre un peu des spicy picks. Faut voir à ce niveau-là aussi. Beaucoup de questions bien sûr pour ce G2 BLG. Alors, je vous le rappelle d'ailleurs au passage, ce sera le deuxième match de la soirée, forcément le dernier du coup. Donc en fonction de Furia Gam, si on a 5 games sur Furia Gam, le BLG G2 va proc assez tard. Je pense que Gam va fumer Furia moi. Ouais, tu penses ? Ouais. Bah alors justement, messieurs, on va parler un peu de ce match qui est le premier match de la soirée, bien sûr. Furia Gam. Alors les Furia, à rien de l'exploit historique du Brésil contre les régions majeures. Retour un peu sur les meilleurs résultats brésiliens contre des régions majeures. Alors il y a un petit match contre la LPL qui est passé par là. Bon, c'est toujours sur des BO1, messieurs. Ouais, c'est des petits les exploits ne se font pas en BO3 ou en BO5. Non, c'est pour ça là également que le fait d'arriver en 5 games montre soit une amélioration du Brésil, soit une amélioration de l'équipe, une faiblesse de G2 ou quoi, mais il faut tout de même, parmi les résultats récents du Brésil, il faut tout de même dire qu'au MSI précédent, il y avait déjà eu un Brésil contre Gam. C'était Loud qui a affronté Gam. Ouais. Et c'était juste après le scandale de match fixing du côté du Vietnam. Et Loud avait perdu face à Gam. Ouais. Du coup, on s'est retrouvé dans la moins bonne forme de Gam contre une équipe brésilienne en forme habituelle. Et à ce moment-là, il y avait tout de même eu défaite, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui ? On va voir, parce que l'air de rien, cette équipe de Furia, encore une fois, a fait un très bel exploit qu'il faut souligner. Première équipe brésilienne de l'histoire à gagner 2 matchs contre une équipe de région majeure dans la même compétition. Ce n'est pas rien. Et alors, et à tel point qu'un observateur attentif de la scène NA, bien sûr, à Will Dominate, le disait. D'ailleurs, et c'est assez intéressant parce que toi, Zéro, tu as été témoin de tout ça, étant donné que tu couvres la LTA. Lorsqu'il y a eu rencontre entre les équipes de LTA North et LTA South lors du Winter, les équipes du South ont gagné moins de games contre les équipes du North en 4 BO, en 4 BO3 que hier Furia contre G2. Ouais, c'est une folie. C'est fou quand même, parce que 2-0, 2-0, 2-0, il y a eu ce 2-1, effectivement, mais littéralement, et quand tu mets tout ça à la lumière de ce qui s'est passé, Furia fait une gigantesque paire fière. Ouais, et sur les playoffs du coup du Winter, le 2-1, il faut se dire que c'était le seed 1 du Sud contre le seed 4 du Nord. Bon, l'histoire a au final amené à ce que Team Liquid, le seed 4, soit le seed qui aille au first end, mais dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y avait une comparaison directe entre le Nord et le Sud, où on savait que le Nord était quand même bien meilleur que le Sud, et c'est pour ça que Furia arrive tout de même avec un lot de hype un bagage un peu moins important, quoi. On est d'accord. Mais c'est marrant quand même cette histoire. Du coup, et au passage, petite hot take, mais du coup, G2 moins fort que le top 4 LTA North. Je sais pas, on pourrait faire un petit bracket prévisionnel. Non, mais... T'en penses quoi, Marek ? Moi j'en pense que c'est ni pour diminuer les Furia, de toute façon ils ont perdu, ou pour flame les G2, mais hier c'était vraiment le match d'entrée pas giga représentatif, et je suis très curieux de voir comment G2 va essayer de se débrouiller contre BLG aujourd'hui et comment les Furia vont jouer contre les gammes. Aujourd'hui, je pense qu'on pourra vraiment jauger le niveau des deux équipes, et qu'hier c'était pas ultra représentatif, même si ça donnait quand même quelques indicateurs. Et d'ailleurs, un truc qui est assez amusant, l'air de rien, c'est que... t'as tout sur la différence entre LTA North et LTA South. Alors, la différence entre les équipes du milieu de tableau de LTA North et South,
est grande. En revanche, je pense que la différence entre les top teams ne l'est pas tant que ça. Bon, d'ailleurs, je vous le dis, on va changer la couleur bleue de ces citations parce que c'est l'endroit où on voit le moins bien en réalité. On a beaucoup appris d'eux lorsqu'ils sont venus au Brésil pour les playoffs du Winter. Ils sont devant actuellement, mais on les rattrape vite. Les gens seraient surpris de la tournure que pourrait prendre un BO5 entre Cloud9 et nous. Qu'est-ce que t'en penses, Zéro? Toi, encore une fois, observateur attentif qui a dit ça de la scène. Tatou, Tatou, c'est R9, le jungler de Furia. Ouais. Alors, je pense que Cloud9 elle les bat sans trop de soucis. Est-ce qu'ils progressent, les Brésiliens? Quand même, avec ce qu'on a vu hier, on peut dire qu'ils progressent. Mais ils progressent. Et le truc, c'est qu'actuellement, le Nord, il y a un top 2 très marqué, très fort, FlyQuest et Cloud9. Je pense que Furia contre Shopify Rebellion, qui sont classés 3e, contre Team Liquid, qui sont dans une passe difficile, je pense qu'il y a tout à fait match et que Furia pourrait faire top 3 dans le Nord sans trop de soucis. Maintenant, FlyQuest et Cloud9, je pense qu'il donc quand même, tu dis, il pourrait peut-être faire top 3. Moi, je pense qu'on a vu le bracket d'avant. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. En plus, j'ai vu hier avec sa coupe Ronaldo, ça m'a un peu cassé les couilles. Donc, faut arrêter le. T'es pas dans le train de la coupe R9 de mais en vrai, tu sens que c'est un peu de la fausse confiance, ce message. Ça s'est vu dans le bracket et dans les games. Il y avait quand même un gros gap. Après, certes, cette équipe est meilleure que les autres. Et M0 l'avait un peu expliqué que quand tu descendais dans le tableau pour la région sud, bah, ça descendait très vite aussi en niveau. Donc si tu faisais top 4 contre top 4, c'est sûr qu'il se ferait arracher. Par contre, j'avoue, Furia a quand même ses chances de prendre des games, quoi. Et un petit point intéressant, l'air de rien, parce que Gam et Furia, finalement, sont tous les deux dans un environnement de ligue qui a fusionné. Donc LTA North et South, donc toutes les Amériques réunies dans une ligue. Et de l'autre côté, toutes les autres ligues asiatiques qui sont réunies, enfin hors LPL et LCK, qui sont réunies dans la LCP. Et finalement, on a l'impression que c'est la meilleure performance d'une équipe brésilienne en soi contre une top région dans un tournoi inter. Ça vient après une fusion. La LCP, les perfs de CFO, on les a vus au First Ten. La gamme, on attend de voir également ce que ça va donner. Mais est-ce que finalement, ça n'a pas été, ces fusions n'ont pas renforcé le niveau de ces régions véritablement, messieurs? Est-ce que c'est pas le bilan à en tirer malgré tout, malgré tous les défauts que ça peut avoir aussi? Tu augmentes le pool de joueurs, donc statistiquement, ça pousse aussi la région vers le haut. Et c'est plutôt on a vu que là, au niveau de leur performance, c'était aussi en partie c'est un petit peu corrélé, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que malgré le fait que ça a abîmé la scène brésilienne, on peut le dire malgré tout, Zéro, est-ce qu'il y a un petit truc en termes de niveau? Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose de positif pour ces fusions de ligue? Alors, je pense que oui, mais sur un plus long terme que juste le premier split. Parce que là, en plus de Furia, qui est du coup au MSI, qui est à Vancouver, les 3 autres équipes du top 4 du Sud sont également en bootcamp tout frais payé pour pouvoir accompagner Furia et pour pouvoir également s'améliorer. Donc, même si au Spring, il n'y a pas eu d'affrontement entre le Nord et le Sud, il y a tout de même un moyen de rehausser le niveau de la région et de faire en sorte qu'au Summer, ce soit compétitif. Donc, il va y avoir un effet sur le long terme. Maintenant, je pense que côté format, il y a quand même des choses à regarder de nouveau. Pas beaucoup de matchs. Voilà, pour qu'il y ait plus de matchs, plus d'affrontements interrégions, parce que la grosse force de la LCP, c'est qu'il y a 2 équipes vietnamiennes, il y a 2 équipes taïwanaises, il y a 2 équipes japonaises, et la représentativité se retrouve parce que toutes les équipes s'affrontent en permanence au cours de la saison. Et c'est un peu ce qui manque pour l'instant du côté de la LTA, mais à voir sur le long terme. Voilà. En tout cas, Furia, effectivement, on l'a dit, qui ont fait une très grosse perf hier. Et on attend de voir s'ils peuvent tenter de confirmer ce soir face aux gammes lors d'un BO5. Et alors justement, un des joueurs qui a permis, on l'a beaucoup dit, un Broken Blade qui a failli hier, on peut le dire, contre Gigo. Gigo qui a été un peu le maître d'orchestre du très bon BO, l'air de rien, des Furia. Gigot, désormais, comme on l'appelle. Gigot, quadra kill sur Sion, la bête. Non, honnêtement, il a été très bon et c'était le meilleur joueur hier du côté Furia. Et curieux de voir ce qu'il va donner aujourd'hui. Face à Kiaya. Kiaya qui est un très bon joueur de gamme tout de même. Et je pense aussi le meilleur joueur de gamme. C'est du moins celui qui disait lors du en ressort le plus. Donc je pense qu'on va avoir un bel affrontement côté topside. Et je pense, au vu des 2 profils assez agressifs des joueurs, on devrait voir quelques solo kills. Mais Guillaume, moi ça m'a pas surpris hier parce que comme j'avais dit pendant le ranking, moi j'avais juste regardé le dernier BO des Furia en finale et pour moi il avait littéralement solo win le BO, donc il avait vraiment très bien joué. Donc ça me surprend pas qu'il ait perf ici contre un Broken Blade qui marche un petit peu avec une canne en ce moment. Mais faudra voir ce soir. C'est dur de donner un gagnant dans l'affrontement, mais je pense que Gam globalement sera plus solide sur la map et qu'ils seront favoris. Mais
hâte de voir le match-up top. Comme vous avez dit, sur des match-up de carry, il peut y avoir des choses assez explosives. Gigo, c'était la surperf ou Je sais pas si c'est la surperf. Genre, au ranking, je l'avais également présenté en disant c'est un joueur, si tu lui donnes un lead, il va réussir à le pousser parce que c'est propre, on voit les images. Ouais, parce que c'est un joueur particulièrement agressif et qui représente très bien toute l'identité de Furia à aller en permanence vers l'avant. Maintenant, si tu arrives à le contrôler au début de la lane, je pense qu'on va avoir des trucs où on se demande pourquoi il va là, pourquoi est-ce qu'il va tenter quelque chose et être un tout petit peu plus flippy. Au cours de la finale dont Marex parle, je pense que la game 1 de Camille, il tente des trucs flippy. Ouais. Et le dernier truc qu'ils tentent passe et ça leur donne la victoire sur une game qu'ils n'auraient pas dû gagner. Mais faut voir s'ils continuent d'être dans la même veine, dans la même idée face à Kaya et Levi, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre les clips qui sont en train de passer sous les yeux. Oui. Tatou savait où aller. C'est le top side. Oui, clairement. Les deux top sides sont le nerf de la guerre de ce BO5. On est d'accord. Bon, voilà, Gigo qui encore une fois hier a été très bon face à Broken Blade. Est-ce qu'il va réussir à trouver les mêmes opportunités face à un Kaya qui a l'air très chaud? Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat. C'est pas forcément évident. Kaya, bon, petit florilège de stats. Voilà, on en a largement parlé. Clairement, un excellent joueur qui s'est évolué sur les pics méta. De toute façon, Kaya, on revoit quelques plays, notamment, messieurs, ce solo kill sur Bin. Puis surprise hier, hein. C'est vrai que Splinter, on avait vu ça, on s'y attendait pas. Ouais, le solo kill qui sera juste après d'ailleurs, et qui était vraiment très clean. Bin s'est fait surprendre, très bonne maîtrise de Rumble, et ça a créé un petit lead au bot. Maintenant, attention à pas lui laisser Rumble. Dans les deux mains, ouais, peut-être plus dans les mains de Kaya, il ferait peut-être plus peur dans les mains de Kaya que dans les mains de Gigo. À voir comment est-ce qu'ils vont gérer leur draft. Mais non, ça va être un bon affrontement en top lane. Attention quand même, parce que s'il y a la Rumble, on n'a pas vu la Gwen de Gigo, mais c'est son champion préféré. C'est le champion qui a été plus ban à Furia, et dès qu'il était laissé open, soit il était insta-lock, soit il était deny directement en face. Et on l'a pas vu hier. On l'a pas vu hier dans les deux drafts dans lesquels il aurait pu le jouer. Juste à Camille ça également. a été ban. Donc on a encore sous le coude pour Gigo. À tes souhaits, Marek. Merci frérot. Alors, dernier petit sujet, messieurs, sur ce game contre Furia. On voulait parler un peu de la situation au niveau de la mid-lane, parce que si vous étiez là hier, vous avez pu voir que lors du BO, Emo a été sub-out pour que Ares rentre. Et donc, on a fait un petit bilan, justement, du partage de la position entre les deux joueurs. Donc, on voit un Ares qui a essentiellement joué lors de la saison régulière, comme vous le voyez sur la ligne en haut. Emo qui a pris le relais lors des playoffs, mais hier Emo est sorti et Ares est de nouveau rentré, et c'est Swapblade. Alors ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est aussi bien maîtrisé que CFO pour leur top lane, messieurs. Du côté d'Ares et Emo, c'est pas la même volonté, c'est pas ce côté des champions de pool différents, c'est plus Emo qui a des soucis de stress, qui amène des changements de joueurs. C'est pas du tout parce qu'ils ont des spécificités en termes de pic, du moins pas particulièrement. Là, on voit une grosse différence parce que tout simplement, Ares a beaucoup plus joué que Emo. Mais donc, en fait, il y a ce côté-là où on s'adapte. En fait, plus mental qu'autre chose. Ouais, bah, du coup, c'est compliqué parce que ça veut dire quoi? Emo, a priori, c'est compliqué pour lui de tenir le choc dans ce genre de confrontation. Surtout qu'aujourd'hui, c'est éliminatoire. Hier, ça l'était pas. Ouais, il est revenu en interview avec Chippy Sport. Il y a un long passage, mais vous faire un résumé oral où il disait que de toute façon, l'ensemble du coaching staff avait préparé des drafts pour jouer avec les deux personnes, et que après la game 1, il se sentait pas de continuer à jouer face à Knight, et voilà. Donc là, on voit une petite citation de Emo que je vais vous lire. Après la première manche, le coaching staff a remarqué que j'avais quelques problèmes de mental qui m'ont fait faire des erreurs. C'est pourquoi ils ont décidé de faire entrer Ares en game 2 tout en se préparant à rechanger pour la game 3 selon la situation. Ouais, ça veut bien dire que c'est un peu compliqué, l'air de rien, parce que ça veut dire que tu peux pas, a priori, ils peuvent pas forcément trust la confiance. Enfin, ils peuvent pas avoir confiance dans la confiance, voilà, du coup, de Emo, et ça crée une situation un peu compliquée parce que Ares, il est un peu ramené pour jouer le pompier finalement, messieurs. Là, du côté de CFO, on l'a vu, entre Driver et Rest,
c'est une situation qui est maîtrisée. Il joue clairement sur ce doublage du poste. Ouais, c'est maîtrisé d'un point de vue technique. Et il y a aussi le côté mental qui joue. Par exemple, s'il reste aujourd'hui, il a fait des games de prépa, s'il sent que c'est le GOAT qu'il est en forme et que l'autre n'est pas au max, il dit bah vas-y, tu commences, on voit ce que ça donne. Enfin, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà démontré, qui démontrent en permanence en fait, parce que ce roulement, ils le font tout le temps en fait. Les gens veulent ta lecture pour leurs audiobooks, Marex. Ouais. Bah je proposerai peut-être ça prochainement. Petite voix pour Waze. Ouais, c'est ça. Les pronos, messieurs, pour la journée d'aujourd'hui. Ah, bah Yellow a pas fait ses pronos. Va falloir qu'on lui en mette un. Alors, Twix c'est brésilien. Twix le Brésil aujourd'hui. Tu sais que j'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment pour le Brésil? Le truc c'est que les forces se retrouvent au même endroit, on en a parlé. Bah ouais. Du coup on parie plus sur les forces de Kiaya et Levi qu'on connaît beaucoup plus, qu'on a vu plus souvent en affaire. Maintenant, si Tatou coupe R9, victoire into danse sur le stage, on va pas bouder notre plaisir non plus quoi. Glopo qui a cru lui qui croit en une victoire de G2. J'ai envie d'y croire aussi. J'ai mis 3 finales. Il y a tellement de 3-0 pour BLG. C'est que j'ai mis 3-0. Il y a quasiment que des 3-0 pour BLG. Ouais. Ce qui peut s'entendre, hein, bien sûr. Bah malheureusement. Vu des images hier. d'hier, si j'avais pu mettre 4-0, j'aurais mis 4-0 Marek. Oui bon. Il ne dose pas, allez mesdames et messieurs. On est parti début de cette deuxième journée du play-in du MSI. On rejoint Bigo et Twix au casse. C'est parti.